quels peuvent être les apports des technologies de l'information et de la communication à ce niveau? Et déjà, on pourrait envisager d'utiliser pleinement le système d'information de l'école pour que chaque professeur ait une vision parfaitement précise du projet professionnel de ses futurs élèves. Les raisons, en effet, qui ont poussé l'étudiant à franchir les portes de l'école peuvent guider le professeur dans la façon dont les cours doivent être dispensés et permettre en retour au professeur également de mieux guider son élève. Dans le même esprit, on pourrait envisager d'appliquer une démarche agile à la gestion du projet professionnel et ce dans le cadre même de la formation. Il faut considérer la formation comme un support du projet professionnel, lui-même en pleine évolution. La formation doit donc elle-même être capable d'évoluer. Pourquoi ne pas envisager par exemple de faire évoluer le contenu de la formation en fonction du déroulement même de cette formation et des perspectives qu'elle crée au fur et à mesure des modules suivis. Avant tronc commun, un entretien initial avec un panel de professeurs choisis en fonction du projet initial de l'élève est parfaitement conscient des besoins et aspirations des élèves puisqu'ils disposent de toutes les informations via le système d'information de l'école. Un entretien en fin de tronc commun pour valider l'évolution éventuelle du projet professionnel de l'élève et permettre de mieux définir les premiers modules de la formation. Ensuite, tout au long de l'année, des entretiens réguliers pour tracer un chemin à travers l'ensemble des modules et l'ensemble des cours qui sont disponibles au sein de l'AMU. Et enfin, un entretien à la fin de l'année qui permet de reboucler par rapport à l'entretien initial. On pourrait même aller plus loin dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et imaginer une aide logicielle plus ou moins intelligente qui pourrait gérer en mode semi-automatique ce parcours dans les modules de cours. Conflit numéro 2, la motivation. Alors c'est un vaste débat, évidemment, dont les prémices scolaires se retrouvent d'ailleurs en entreprise. Dans le cas d'une formation dont le contenu est figé, il est inévitable qu'à un moment donné ou à un autre, l'élève va suivre des cours qui ne le passionnent pas vraiment, tout simplement parce qu'ils sont peut-être moins utiles pour lui. Et même si certains cours dont l'utilité n'est pas directement reliée au projet professionnel peuvent s'avérer très intéressants, on ne peut pas non plus tous les suivre. Il faut donc se concentrer sur les plus utiles. D'une certaine manière, la résolution du conflit numéro 1 concernant l'orientation doit permettre de renforcer la motivation et donc résoudre une partie du conflit numéro 2, puisque les cours suivis répondent théoriquement mieux au projet professionnel de l'élève. Pour entretenir la motivation des élèves, on peut également impliquer les technologies de l'information et de la communication, en multipliant par exemple les mises en situation à caractère ludique, en s'appuyant sur des logiciels ou des jeux de type Serious Game ou Business Game, comme on a pu le faire dans les périodes de tronc commun F1, F2. On pourrait imaginer par exemple un business game géant où chacun expérimente son rôle futur en entreprise. Un petit peu dans la même idée, on pourrait favoriser un peu plus les travaux en mode projet, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais en se basant beaucoup plus sur des outils logiciels de gestion de projet, comme on pourrait le faire en entreprise, et demander aux élèves et professeurs de communiquer par le biais de ces outils. Ça permet effectivement un apprentissage très direct de l'utilisation même des logiciels de gestion de projet, mais également un apprentissage, je dirais, plus global et assez concret de la gestion de projet, et donc une bonne préparation au futur métier. Enfin, on peut également, à l'aide des technologies, favoriser le travail en situation de mobilité, en réduisant les contraintes physiques des élèves. L'idée étant que les étudiants puissent échanger à distance exactement de la même manière que s'ils étaient dans la même salle, en utilisant des logiciels de type brainstorming collaboratif par exemple, en utilisant du matériel de haute technologie, des mini-vidéoprojecteurs de manière très simple, ou de manière un petit peu plus complexe et effectivement un peu plus coûteuse, des salles équipées de systèmes de vidéoprojection. Conflit numéro 3, il faut essayer de favoriser l'écoute active.
parce qu'elle est vitale tout simplement dans le processus d'apprentissage. On peut disposer d'une plateforme d'échange d'informations, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus ergonomique, où il serait très facile d'échanger des informations, des contenus de tout type, de tout format, et ce serait bénéfique à plus d'un titre pour à la fois préparer l'élève au sujet à venir, l'impliquer, lui donner la possibilité de se documenter avant le cours, pour favoriser une démarche proactive, ou au contraire a posteriori, permettre à l'élève de disposer d'un document très clair, très concis, type PowerPoint, qui permettent de résumer le cours, les points essentiels simplement, et d'une multitude d'informations complémentaires s'il souhaite approfondir le sujet. Enfin, pendant le cours, on peut utiliser des outils technologiques pour favoriser l'échange et la réflexion en temps réel. On peut proposer par exemple de mettre en place des quiz avec des résultats projetés en direct à l'écran. On peut également, plutôt que de nécessairement faire déplacer un certain nombre d'intervenants, simplement envisager, par des systèmes de visioconférence qui deviennent de plus en plus interactifs et de plus en plus intéressants, d'échanger avec des personnes qui aujourd'hui sont inaccessibles parce que trop éloignées. Conflit numéro 4 ou problématique numéro 4, le stage en entreprise. Pour casser l'éventuel effet d'isolement de l'étudiant, on peut utiliser tous les moyens de communication actuels, ce qui est sûrement déjà fait à EM Lyon, je ne vais pas être très original à ce niveau-là, mais surtout en insistant sur la régularité des échanges. Des moyens plus originaux peuvent également compléter le dispositif, comme un forum internet ou un système de réseau social. On peut également utiliser les mêmes moyens de communication pour permettre un échange régulier, mais peut-être moins fréquent, entre le professeur référent et le maître de stage en entreprise. Comment entretenir son savoir? C'est le conflit numéro 5. À ce propos, les technologies de l'information et de la communication peuvent vraiment s'avérer très utiles. On pourrait imaginer de créer ou de s'associer à un réseau social à l'échelle de l'EM. Cela permettrait de maintenir le contact avec l'école et les autres élèves de sa propre promo d'une manière tout à fait ludique, de favoriser la recherche des stages pendant la formation ou de l'emploi à l'issue de la formation, de favoriser également la mise en relation entre anciennes et nouvelles promos, et enfin de favoriser la connaissance d'une entreprise ou des métiers éventuellement que peut proposer cette entreprise. On peut également, via Internet, proposer à l'étudiant qui a déjà suivi une formation de compléter son parcours initial ou à défaut de mettre à jour ses connaissances. On peut par exemple lui adresser une fiche de synthèse tous les ans pour présenter les nouvelles tendances du secteur qui était le sien lors de sa formation, dans lequel aujourd'hui l'élève est censé évoluer, et quelles évolutions effectivement dans les modules de formation pourraient l'aider peut-être à mieux prendre en charge certaines nouvelles fonctions au sein des entreprises. On pourrait également envisager de proposer du e-training tout au long du parcours professionnel de l'ancien étudiant. Alors passons maintenant à la partie métrique. Il me semble évident que le but de cette rénovation doit être de générer un cercle vertueux. La difficulté, c'est comment le mesurer. Alors, voici quelques indices, utilisant notamment le système d'information de l'école, qui pourraient permettre d'y parvenir. Le turnover des professeurs, on n'y pense pas forcément, mais c'est tout de même un point important. L'absentéisme des étudiants, évidemment. On pourrait effectuer des opérations de data mining sur les bases de données de l'école pour déterminer l'évolution de certains critères. Et des informations plus générales, comme bien sûr la notoriété, qui sont disponibles sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux et sur les forums, au-delà du simple ranking de l'école que l'on peut trouver aujourd'hui sur les plateformes.
Voilà, c'est fini. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec les derniers mots de Joseph Joubert concernant la pédagogie. À bientôt.